Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc terminer aujourd'hui l'approche que je vous propose ce semestre de la sémantique lexicale, enfin ce sont des éléments de sémantique lexicale bien sûr, un aperçu des problématiques les plus classiques. Donc on avait vu la question des morphèmes, je n'y reviens pas, mais la distinction importante, c'est bien sûr entre les affixes flexionnels et les affixes dérivationnels. Nous avions examiné aussi, enfin parcouru rapidement, la liste des principaux modes de formation des noms. Et puis nous avions regardé parmi les mots nouveaux du petit Robert un certain nombre d'applications de ces procédés de formation des unités lexicales. Hein. Au fond, quand on introduit des mots nouveaux dans le dictionnaire, ils obéissent à l'un ou l'autre de ces modes de formation lexicale. Et puis, je m'étais arrêté sur la question de l'identification des unités lexicales construites, avec cette idée que, bon, là, c'est une formulation un petit peu technique, hein, ces trois conditions de l'unité lexicale construite, paradigmaticité, compositionnalité, minimalité, mais au fond, ces trois termes signifient des choses extrêmement simples. Hein. La minimalité, ça signifie que quand on décompose une unité lexicale, il faut aller jusqu'au bout de la décomposition. La compositionnalité signifie simplement, mais ça c'est une notion qu'on a déjà eu l'occasion de revoir plusieurs fois, signifie que le sens global doit être au moins en rapport avec le sens des unités composantes. Je dis bien au moins en rapport parce qu'on a vu que le principe même de l'iconicité de la dénomination fait que si une unité lexicale est constituée de plusieurs morphèmes, elle n'est jamais complètement réductible à la somme, disons à la sommation par compositionnalité des deux éléments. Hein. Rappelez-vous, ce sont les exemples de dépoussiéré qui signifie quelque chose de plus spécifique que dé plus poussiéré, puisqu'on ne peut pas dire on se dépoussière l'œil lorsqu'on s'enlève une poussière dans l'œil. Je vous avais également donné cet exemple assez frappant du potelet qui désigne un petit poteau, mais précisément, il désigne plus spécifiquement un certain type particulier de petit poteau. Donc, quand on parle de compositionnalité ici, certes, le potelet il est compositionnel dans la mesure où malgré tout, ça entre dans la catégorie générale des petits poteaux, mais encore une fois, le principe de l'iconicité de la dénomination indique que si on a construit un mot nouveau pour désigner une certaine réalité, c'est qu'on en avait vraiment besoin, donc pour désigner quelque chose de très spécifique en réalité. Hein. Voilà donc pour la compositionnalité. Et puis la paradigmaticité, c'est simplement l'idée qu'il faut que les éléments existent dans d'autres unités lexicales. Bon, là, le contraste entre détordre et déterminé ne permet pas de l'indiquer, mais si vous prenez, je sais pas moi, table, vous pouvez pas dire qu'il y a un morphème ta. Bon, et puis un morphème bleu, parce que vous n'avez pas des mots qui seraient formés à partir de ta et qui formeraient un paradigme, ou de mots formés à partir de bleu. Alors, bien sûr, il y a les suffixes able, ible, uble, etc., mais pour bleu tout seul, ça ne marche pas, donc, et qui formeraient un paradigme. Donc, ces trois notions sont finalement assez élémentaires. J'avais dit également qu'il faut tenir compte d'une éventuelle variation morphologique, hein, pour illégal, impossible, irréel. On a à chaque fois le même morphème négatif 1, mais qui a des formes différentes, c'est ce qu'on appelle des allomorphes. Alors, on va maintenant travailler sur la question du degré d'iconicité des unités lexicales, c'est-à-dire, c'est un petit peu ce que j'avais essayé de vous faire sentir la dernière fois avec les exemples du petit Robert. Est-ce qu'on peut deviner le sens du mot ou pas ? Ou bien, est-ce qu'une fois qu'on a le sens du mot, ce sens, on peut le mettre en rapport, même si on n'a pas deviné au début, avec les unités composantes. Alors, cette réflexion, je vous la propose, elle est tirée de ce livre que j'ai déjà mentionné, qui est une très bonne introduction
sur la question du lexique en français, donc de Denis Apotelos, qui est professeur à Nancy. D'abord, pour expliquer cette notion d'iconicité dans les unités lexicales, il faut expliquer ce que c'est que la notion d'iconicité. Je vais être assez rapide, là encore, c'est une notion sur laquelle vous reviendrez peut-être en master en fonction des séminaires que vous choisissez. Enfin, en tout cas, moi, c'est une question que j'approfondis beaucoup dans mon séminaire de master, mais là, on va juste donner un aperçu. Donc, dans les linguistiques contemporaines, puisque c'est une notion qui a été introduite assez tardivement en linguistique, hein, ça vient en fait au départ, si vous voulez, je ne vais pas vous faire tout l'historique, c'est pour cette raison que je n'ai pas mis de diapositive sur ce sujet, mais en 2 mots vraiment, ce concept d'iconicité, il vient d'un philosophe américain, philosophe, logicien américain, qui s'appelle Charles Sanders Peirce, hein, ça s'écrit P-E-I-R-C-E, Peirce, un immense penseur, enfin extrêmement important, assez méconnu malgré tout, mais bon. Et il avait introduit cette notion d'icône, d'iconicité, et dans les années 60, Roman Jakobson, donc le linguiste que vous connaissez, a écrit un article intitulé « À la recherche de l'essence du langage », où il prend le concept d'iconicité chez Peirce pour l'appliquer à la linguistique. Et c'est à partir de ce geste d'introduction du concept d'iconicité qui venait de la philosophie de Peirce, donc l'introduction par Jakobson dans le champ de la linguistique de ce concept d'iconicité, c'est à partir de là que s'est développée toute une recherche autour de la question de l'iconicité. Il existe d'ailleurs, vous pouvez trouver ça sur Internet, un groupe international qui s'appelle Iconicity Research Project, qui donc est entièrement consacré à la recherche sur la question de l'iconicité. Ils ont un colloque tous les 2 ans. Le dernier avait lieu en Suède, à Lund, mais depuis, c'était quoi? C'était je sais plus, le 11e, enfin bref, ouais, un peu plus du 10e, je me souviens plus, donc ça fait, vous voyez, si c'est tous les 2 ans, ça fait plus de 20 ans que ce groupe de recherche existe. Et les colloques ont eu lieu partout en France, et là, en 2021, pour la première fois, le colloque aura lieu en France, à la Sorbonne d'ailleurs, sur la question de l'iconicité. Bon, donc tout ça pour vous dire simplement que le concept d'iconicité, en fait, la plupart du temps, quand vous faites de la linguistique, on n'en parle jamais de cette notion, hein, je veux dire en France en tout cas. En France, les études de linguistique au sein des études de lettres modernes ou même dans les cursus de sciences du langage, il n'y a pas tellement de place pour ce concept d'iconicité, alors que c'est un concept qui suscite au plan international beaucoup de recherches et beaucoup d'intérêt. Alors, quelle est la définition que donne Olga Fischer, qui est donc une des deux responsables de ce projet de recherche international et de l'Université d'Amsterdam? L'autre, c'est Christina Lundberg, qui est à Zurich. Donc, elle définit l'iconicité de cette façon-là. L'iconicité, c'est une notion sémiotique qui renvoie à une ressemblance naturelle ou une analogie entre la forme d'un signe, le signifiant, que ce soit une lettre, un son, un mot, une structure de mot, ou même l'absence d'un signe, c'est-à-dire elle évoque ici la notion de morphème zéro. Donc, une ressemblance ou une analogie entre la forme d'un signe et l'objet ou le concept ou le signifié auquel il réfère dans le monde ou bien dans notre perception du monde. Donc, c'est exactement l'idée inverse de l'idée d'arbitraire, hein, c'est l'idée qu'il y a une ressemblance entre le signifiant et le signifié, ou une analogie entre le signifiant et le signifié. Donc vous comprenez pourquoi c'est très peu travaillé en France, c'est parce que pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer en termes d'histoire des idées, mais en Europe, en France en particulier, on reste très attaché à cet héritage du structuralisme qui consiste à dire que, au fond, le fait de garantir que le signe est arbitraire est une façon de garantir une séparation radicale entre l'homme et l'animal, entre l'homme et la nature. Oui, vous avez une remarque ?
Ah oui, bien sûr, oui, oui, oui. C'est pas neuf du tout. Dans la philosophie, les premières attestations viennent, comme vous le dites, de Platon, dans le Cratyle. Hein, il y a un débat célèbre entre Cratyle et Hermogène sur le fait de savoir si les signes sont fuseilles ou théseies, c'est-à-dire par nature ou par convention. Mais si vous voulez, la question là, c'est l'introduction du concept dans la recherche linguistique. Est-ce que le concept devient opérationnel? Qu'est-ce qui permet de décrire précisément? Voilà, qu'est-ce qu'on en fait comme concept pour décrire les langues? Est-ce qu'on s'en sert pour décrire les langues ou pas? Bon, mais comme vous le savez, à partir du moment saussurien s'est développé ce qu'on appelle le structuralisme, hein, très largement en Europe, et puis qui a eu des applications en philosophie, en psychanalyse, en ethnologie, enfin en littérature, enfin dans les études littéraires, dans toutes sortes de domaines. Et l'idée du structuralisme, c'était tout de même, inspiré donc de la théorie de la valeur saussurienne, c'était l'idée de dire que ni le sujet ni le monde ne devaient être pris en considération dans l'analyse des structures, des systèmes, parce que les systèmes ou les structures ont une organisation propre qui nous surdétermine en quelque sorte. Hein. Donc, autrement dit, pour vraiment caricaturer les choses, si vous pensez d'une certaine façon, ça n'est pas votre décision, parce que là, ça supposerait un sujet totalement autonome qui a la capacité, en quelque sorte, de contrôler sa pensée par soi-même, mais vous êtes surdéterminé par des structures sociales, enfin dans la perspective marxiste, c'était surtout ça, vous êtes surdéterminé par un certain nombre de structures qui moulent en quelque sorte votre pensée indépendamment de votre volonté. Donc c'était l'idée de destituer le sujet. Hein. Le sujet n'est plus maître dans la maison, n'est plus le maître du moi. Hein. Il y a plus voilà, c'était une découverte importante parce que il y a une part de vérité très 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 importante là-dedans. Il est vrai que nous sommes en partie, tout au moins, conditionnés par toutes sortes de représentations sociales dans lesquelles on vit. Hein. Samedi dernier, j'étais à un colloque de linguistique où une spécialiste de sociolinguistique des émotions expliquait que, en fait, on croit ressentir par nous-mêmes des émotions, mais en fait, ces émotions, elles sont construites dans une certaine société, et on apprend depuis qu'on est enfant que telle chose doit inspirer la peur, telle chose doit inspirer le plaisir, ou je ne sais quoi, et en fait, tout ça est conditionné socialement. Hein. On croit que spontanément, tout être humain doit ressentir le dégoût devant telle situation, ou la joie dans telle autre, mais tout ça est complètement culturel en réalité. Hein. Bon, bref. Donc, pourquoi je dis tout cela? Parce que aujourd'hui encore, dans l'espace de la recherche, dans l'espace, disons pour parler uniquement de ce que je connais bien en France, les recherches sur ce type de questions sont extrêmement marginales parce que, si vous voulez, la majorité des linguistes considèrent que oui, il n'y a pas tellement de questions autour de l'arbitraire, c'est un principe, saussurien, ça ne se discute pas, c'est sûr que chat pourrait s'appeler chien et chien pourrait s'appeler chat, ça ne change rien du tout, c'est juste une convention. Oui, bien sûr, il y a un aspect de convention qui joue, donc il n'y a rien à étudier dans la relation entre le signifiant et le signifié. Or, ce qu'introduit le concept d'iconicité, c'est non pas que le signe n'est pas arbitraire, bien sûr qu'il y a de l'arbitraire dans le signe, bien sûr qu'il y a de la convention, mais en revanche, l'idée que le concept d'iconicité introduit, c'est qu'il y a une réflexion possible sur les liens entre le signifiant et le signifié. Il peut y avoir des liens. Alors, quelle sorte de liens? Donc, on distingue deux sortes d'iconicité. D'une part, la similarité entre le signe et l'objet peut être due à des traits communs qui sont inhérents aux deux, inhérents au signe et à l'objet, et par une inspection directe du signe iconique, on peut récupérer de l'information sur cet objet. Dans ce cas, on parle d'iconicité d'image, comme dans un portrait ou une onomatopée, comme coucou, et le signe est appelé une image, une icône, image, enfin, ou une image iconique, peu importe. Iconic image. Bon, alors,
ça, c'est un premier type d'iconicité où là, il y a des propriétés communes entre le signifiant et le signifié. L'exemple, plutôt que de donner ces exemples-là, je donnerai un premier exemple avec un signe non linguistique qui est le cas du pictogramme. Hein, les pictogrammes. Vous savez, les petits symboles qui sont utilisés. Alors, il y a un exemple que je cite toujours parce que tout le monde connaît et tout le monde est concerné. C'est l'exemple des pictogrammes qui permettent de distinguer les toilettes hommes des toilettes femmes. Hein. Dans les aéroports, imaginez. Hein. Imaginez que on utilise pour distinguer toilettes réservées à supposer qu'on distingue, puis qu'on soit dans la binarité, je ne parle pas du problème qu'il y a des gens qui sont ni hommes ni femmes, etc. Bon, simplifions, on parle juste de ça, c'est juste pour faire un exemple de toute façon. Donc, imaginez que dans les aéroports, où on veut distinguer des locaux différents pour les toilettes hommes et pour les toilettes femmes, on utilise le nom homme ou le nom femme écrit sur la porte, dans la langue du pays considéré, là où est l'aéroport. Bon, donc vous êtes en Chine, vous êtes, je sais pas, à Pékin, et on écrit en chinois homme sur la porte des hommes, femme sur la porte des femmes. Bon, si vous êtes européen et que vous ne connaissez pas le chinois, vous n'allez pas savoir où aller. Ou alors, bon, vous aurez une chance sur deux de vous tromper. Bien. Alors, c'est pour cette raison, évidemment, qu'il existe des pictogrammes à la place des mots, hein, des pictogrammes qui symbolisent homme ou femme d'une façon ou d'une autre. Hein. C'est assez amusant d'ailleurs d'étudier ça. Il y a toutes sortes de pictogrammes possibles pour distinguer homme et femme, mais qui fonctionnent à tous les coups et quelle que soit votre langue. Hein. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit du monde d'où vous venez, vous allez dans un aéroport quelconque, en général, vous avez un pictogramme que vous comprenez immédiatement. Pourquoi ? Parce que, je sais pas, bon, je vous ai pas mis d'exemple là, mais il y a un certain nombre de traits. Par exemple, je sais pas, pour l'habillement, on va mettre une sorte de triangle qui évoque une robe pour les femmes, hein, et puis un truc tout droit avec un pantalon pour les hommes. Bon, alors évidemment, le symbole se comprend par contraste. Hein, parce qu'évidemment que des femmes peuvent être en pantalon. Bon. Donc, mais c'est par contraste qu'on devine le sens du pictogramme. Mais peu importe. Ce que je veux dire par là, avec cet exemple, c'est qu'il y a un lien direct entre le signifiant, donc le dessin, le petit pictogramme, et la réalité désignée. Hein. Il y a quelque chose, un trait caractéristique de la réalité désignée, c'est-à-dire un trait caractéristique soit des hommes, soit des femmes, qui est directement représenté dans le pictogramme, et qui vous permet d'avoir directement l'information sans avoir à apprendre une sorte de vocabulaire des pictogrammes. Hein. Ça se comprend immédiatement. Bon. Deuxième exemple, l'onomatopée. Alors l'onomatopée, évidemment, les saussuriens vont dire, bah oui, mais bien sûr il y a des onomatopées, mais c'est complètement secondaire, c'est totalement marginal dans les langues. Je reviendrai sur cet aspect marginal juste après. Mais parlons du fonctionnement de l'onomatopée. Bon, coucou. Pourquoi on parle ici d'iconicité d'image pour coucou ? Parce que si vous utilisez le mot coucou pour désigner tel oiseau, c'est pas au hasard. C'est parce que cet oiseau, quand il chante, fait un bruit qui ressemble à un chant qui ressemble au son coucou. Donc, on voit bien qu'il y a une ressemblance immédiate entre des propriétés du signifiant et des propriétés de la réalité désignée, c'est-à-dire l'oiseau. Là, en l'occurrence, c'est son cri qui est imité. D'accord ? Bon, il y a des études récentes qui vraiment ont fait une analyse acoustique de la proximité entre les noms des onomatopées et des bruits réellement produits qui sont désignés par les onomatopées. Donc voilà une autre forme de relation entre signifiant et signifié. Alors, les onomatopées marginales. Oui, probablement, tout dépend de ce qu'on appelle onomatopée. Mais il y a beaucoup de langues du monde, en particulier dans les langues africaines, où il y a ce qu'on appelle des idéophones, même en japonais, il y a des idéophones, en chinois aussi. Les idéophones sont en fait une classe grammaticale dans certaines langues qui est beaucoup plus vaste que le système des onomatopées dans les langues européennes. Et en fait, cette idée que les onomatopées sont quelque chose de totalement marginal
est une erreur de perspective qui vient du fait que dans l'histoire de la linguistique, on s'est complètement centré sur les langues européennes habituelles. Hein. Bon. Mais en fait, le phénomène de l'onomatopée, il est beaucoup plus vaste que ce qu'on connaît dans les langues qui nous sont familières. Alors l'exemple ici qui est donné, le fait qu'on donne l'exemple du portrait, vient de Peirce à nouveau. Hein. Je vous parlais donc de Charles Sanders Peirce, c'est l'exemple qu'il donnait pour l'iconicité d'image. Parce qu'évidemment, un portrait d'une personne ressemble à cette personne. Hein. Je veux dire que, voilà, c'est une évidence, je ne vais pas insister, mais c'est un exemple qui vient de Peirce. Alors, l'icône chez Peirce était distinguée de l'index, hein, au sens, en linguistique, exactement au même sens qu'en linguistique, on a récupéré indexical, indexicalité pour les déictiques. D'accord ? Donc là, c'est une relation entre signifiant et signifié qui vient plutôt de la contiguïté, hein, de la co-occurrence. C'est-à-dire que dans un pronom indexical, par exemple ici, hein, j'interprète ici par rapport soit à l'endroit où je suis, soit à l'endroit que je montre. Donc il y a une sorte de connexion directe dans le monde entre le moment où est prononcé le signifiant, le lieu où il est prononcé et le lieu qu'on veut désigner. Donc c'est un autre genre de lien entre signifiant et signifié. Mais cette fois-ci, c'est un lien qui repose sur la contiguïté, les deux choses sont à côté, si vous voulez, alors que ici, ce sont des liens dans l'iconicité qui reposent sur la similarité. Donc le type de lien entre signifiant et signifié qu'exprime cette notion d'iconicité, elle s'oppose à un autre type de lien possible qui est exprimé par la notion d'indexicalité. Alors, deuxième type d'iconicité qu'on appelle diagrammatique. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? On peut regarder la citation. Quand on a une pluralité de signes, l'analogie peut être un peu plus abstraite. On a alors affaire à l'iconicité diagrammatique qui est fondée sur une relation entre des signes qui reflètent une relation similaire entre des objets ou des actions. Par exemple, une séquence temporelle d'action est reflétée dans la séquence des trois verbes dans la phrase célèbre de César, Veni, Vidi, Vici. Dans cet exemple, le signe, dans ce type de cas, le signe, qui est ici la structure syntaxique de trois verbes, est une icône diagrammatique ou un diagramme iconique. Bon. Alors, qu'est-ce que ça signifie ici ? Alors, je reprends cet exemple de Veni, Vidi, Vici, parce que c'est tellement évident, on n'y pense pas, mais là, s'il y a une difficulté à comprendre ici, elle vient du fait que la chose est tellement évidente qu'on ne pense pas à la problématiser. C'est l'idée que vous avez, au niveau du référent, de la réalité désignée, trois actions. Veni, je suis venu, Vidi, j'ai vu, Vici, j'ai vaincu. Ce sont trois actions dans le monde qui sont successives, ou dans les représentations. Trois actions successives. Bon. Et en fait, ces trois actions successives sont ici signifiées par trois signifiants placés l'un après l'autre exactement dans le même ordre que les actions. D'accord ? C'est ça l'iconicité diagrammatique. Mais donc, ça, ce qui est intéressant dans l'iconicité diagrammatique, bon là c'est juste un exemple parmi d'autres, c'est qu'elle concerne cette fois-ci des objets, des signes qui sont complexes, c'est-à-dire que les signes sont composés de plusieurs parties, d'accord ? Les signes sont composés de plusieurs parties, donc il y a plusieurs signifiants. Comme ici, il y en a trois. J'ai trois signifiants. Bon. Donc il faut que, pour parler d'iconicité diagrammatique, il faut au moins que j'ai deux ou trois signifiants. Et il faut que j'ai une relation d'analogie ou de similarité entre mes signifiants et entre mes signifiés. D'accord ? Alors, une application de cela, c'est tout bêtement les mots construits.
quand vous avez D plus fer, que vous obtenez D fer, ben vous êtes dans l'iconicité diagrammatique, puisque vous avez une combinatoire à partir de deux signes, donc deux signifiants, dont le sens global est obtenu par la compositionnalité des deux signifiés. Pourquoi on a affaire... Bon, c'est ce que Saussure appelait la motivation relative. Je ne sais plus, je vous en ai parlé de ça, de la motivation relative ? Je ne me souviens plus, non ? Bon, c'est une distinction donc, que faisait Saussure entre l'arbitraire absolu et l'arbitraire relatif. L'arbitraire absolu, c'est le fait qu'effectivement un mot indécomposable est associé arbitrairement à un objet. Chaise, on renvoie à l'objet chaise. C'est de l'arbitraire absolu. Il donnait l'exemple du mot 20, le mot 20, le 2-0, enfin le nombre 20. Le signe 20 est associé arbitrairement au nombre 20. Bon. Pourquoi ? Parce que si je n'ai pas appris que 20 signifie 20, je ne peux pas le deviner. Bon. Ça, c'est de l'arbitraire absolu. Et à cela, il opposait des signes de nombres comme 17, 18, 19, où là, c'est pas du tout la même chose, 17, 18, 19. Parce que si je connais 7 et si je connais 10, je peux deviner le sens de 17. Bon, à supposer que je comprenne que c'est 10 plus 7, par exemple, et pas 10 fois 7. Mais bon, une fois qu'on connaît la règle, on peut deviner le sens global. Donc, si je considère que le signe 17, je l'obtiens en récupérant le signifiant par l'association des deux signifiés de 10 d'une part et de 7 d'autre part, je peux deviner le sens du signe 17, même si je ne l'ai pas entendu. D'accord ? C'est pour cette raison, tout bêtement, que même si je vous dis, par exemple, 3 458 758, il est possible que ce soit la première fois de votre vie que vous entendiez ce nombre. Enfin, c'est très probable. Bon, en même temps, on ne peut pas dire que ce soit une expérience inoubliable, mais n'empêche que vous comprenez immédiatement ce nombre parce que vous comprenez le système de la numération. Bon. Mais, donc on a besoin de ce concept d'arbitraire relatif dans ce cas-là, puisque le concept d'arbitraire relatif, il signifie que vous pouvez deviner le signifié à partir du signifiant, par une sorte de calcul. Vous devinez 17 parce que vous faites 10 plus 7, ou 87 parce que vous faites 80 plus 7. 80 lui-même étant composé de 4 fois 20, enfin bref. Donc, si vous devinez le signifié à partir du signifiant, c'est que vous n'êtes pas dans un signe arbitraire. Parce que le principe d'un signe arbitraire, c'est que si vous ne connaissez pas la convention, vous ne pouvez pas deviner le sens. Voilà. Donc, l'iconicité, le concept d'iconicité, il sert aussi à parler de tous ces signes qui sont construits, et c'est dans ce sens-là qu'on va utiliser la notion c'est dans ce sens-là que Apothéose utilise la notion, qui est donc un des rares, je disais tout à l'heure qu'en France, il y a peu de gens qui travaillent sur cette question d'iconicité, mais enfin, Apothéose, oui. Mais ça demeure malgré tout assez exceptionnel. Et c'est une des façons d'utiliser le concept d'iconicité. Alors il y en a une autre, je la signale en passant, mais qui donc n'est plus l'iconicité diagrammatique, mais cette fois-ci l'iconicité d'image, et qui est un exemple autre, complètement d'un autre type que celui des onomatopées, etc., et qui renvoie à des phénomènes beaucoup plus généraux, des phénomènes cognitifs beaucoup plus généraux, mais là, c'est encore moins étudié en France, alors que c'est très vivant dans la recherche internationale, c'est le fait que certains sons renvoient directement à des significations. Par exemple, il y a une chose très connue qu'on appelle parfois le frequency code, c'est-à-dire le code de fréquence, quoi. L'opposition entre I et A renvoie très très souvent, dans toutes les langues du monde, à une opposition entre, du côté du I, quelque chose qui est petit, étroit, mince, léger. C'est à quel sujet ? C'est au sujet du rassemblement qu'il y aura tout à l'heure contre la fermeture
De quoi? De Tolbiac. Bon, ben écoutez, oui, ben écoutez, je vous en prie, allez-y alors, puisque de toute façon on s'est interrompu. Vous pouvez prendre le micro là si vous voulez. Non, ça va? Bonjour, Sonia, je suis Angéline de Lunette et également militante du comité de mobilisation à Paris 4. Je parle hors de maintenant. C'est pour vous informer que du coup Tolbiac, le président de l'université de Tolbiac, parisien, a décidé de fermer administrativement les locaux de Tolbiac pour éviter évidemment toute mobilisation en cours, tout rassemblement, toute occupation éventuelle évidemment. Et les étudiants qui ont été réunis à 700 quand même à l'AG de la semaine dernière, il y a une demi maintenant, ont décidé de faire un rassemblement contre cette décision qui est une répression, une forme de répression, qui entend bien freiner la mobilisation en cours pour le 5 décembre. Et si vous êtes motivé à nous rejoindre à 13h juste après votre cours, vous êtes les bienvenus. Merci pour votre attention. Et au Panthéon. Ah oui, c'est devant le Panthéon. Je vous en prie, au revoir. Oui, alors oui, on risque aussi d'avoir des locaux fermés, mais ici à la Sorbonne, disons que les locaux de l'université appartiennent au rectorat, donc c'est pas l'université qui décide, c'est le rectorat. Enfin bref. Donc je reviens à mon histoire de I et de A. Cette opposition entre le son I et le son A renvoie dans beaucoup de langues à une opposition entre, d'un côté, du côté du I, des choses qui sont petites, étroites, légères, proches, et du côté du A, vers des choses qui sont grosses, lourdes, lointaines, etc. Par exemple, voyez, je sais pas, pour le proche et le lointain, ici, là. Hein. Bon, quand je dis le A, ça peut être le A ou le O, mais le A est d'une aperture plus grande. D'où vient cette opposition? Elle vient du fait que en fait, le langage est incarné. Quand vous prononcez un I, hein, vous avez la bouche très fermée. L'aperture de la voyelle I est très petite, et vous avez la bouche très fermée. Donc votre corps se ferme, laisse passer un mince filet d'air. D'où l'idée de petit, et donc ce qui est petit, léger, étroit et proche aussi. Bon. Inversement, quand vous prononcez un A, l'aperture de la voyelle A est très grande, enfin est grande et maximale. Le couple, si vous voulez, IA renvoie au contraste d'aperture minimale-maximale. Bien sûr, quand vous avez un A, avec les mâchoires beaucoup plus ouvertes, vous évoquez l'idée de quelque chose de grand, de loin, de lourd, etc. Alors, c'est très ancien, cette découverte, ça vient des années 30 au début, hein, et ça s'est développé, et maintenant on a des preuves neurologiques de tout cela. Bon, il y a une expérience très célèbre, c'est dommage, j'aurais dû vous prévoir une diapositive là-dessus, mais enfin, peu importe. Une expérience très célèbre, on montre à des personnes deux formes. Une forme tout arrondie, comme une sorte de nuage, hein, d'un côté, et puis une autre forme qui est comme une espèce d'étoile irrégulière, très pointue, comme ça. Vous voyez ? Donc une forme très arrondie d'un côté et très angulaire de l'autre. Et ensuite, on demande aux sujets qui sont testés d'attribuer un nom à chacune de ces deux formes et on leur propose deux noms possibles. Et ces deux noms possibles sont, enfin il y a deux formes d'expérience, sont soit Maluma et Takete. Alors prenons Maluma, Takete. À votre avis, la forme arrondie, vous allez l'appeler plutôt Maluma ou Takete? Maluma. Et la forme angulaire, Takete. Bon. Il y a le même type d'exemple avec Booba et Kiki. Hein. On donne Booba pour la forme arrondie et Kiki pour la forme angulaire. Bon. Ça a été testé, il y a de très très rares exceptions, mais 98% des langues du monde, les locuteurs de 98% des langues du monde répondent la même chose. Qu'est-ce que ça signifie?
Ça signifie que dans les phonèmes Takete, Maluma, ces phonèmes évoquent des images par eux-mêmes. Ça ne veut rien dire, ces mots Takete, Maluma. Ils sont dépourvus de sens. Donc ça signifie qu'il y a bien du sens dans les phonèmes. Ici, un sens visuel un peu. C'est-à-dire qu'on accède à du sens visuel à partir des sons. Alors ça, évidemment, c'est une chose à laquelle beaucoup de linguistes refusent de souscrire. Pourtant, on sait maintenant quelles sont les zones du cerveau qui sont activées dans ce type de phénomène. On a développé, là je vous ai donné un exemple, mais il y en a beaucoup d'exemples de ce type-là, qui montrent que on associe spontanément des sons à des significations. C'est quelque chose qui est connu depuis de très longue date là aussi. Des poètes, on sait bien qu'il y avait un certain Phonag dans les années 80 qui avait fait un livre vraiment intéressant qui s'appelle La vive voix. Où par exemple il montrait que chez Hugo, quand on compare les contemplations et les châtiments, donc un texte plus agressif contre Napoléon III, les châtiments, et puis les contemplations, texte beaucoup plus apaisé, on a des distributions de phonèmes complètement différentes. Il y a une surreprésentation du R dans les textes agressifs, disons plus violents, agressifs, etc., des châtiments. Autre exemple qui a été popularisé par un linguiste américain qui s'appelle David Crystal, c'est on vous dit, voilà, vous avez deux peuples d'extraterrestres, les Lamonians et les Gratacs. Les Lamonians et les Gratacs. Et on vous demande lesquels sont les gentils, lesquels sont les méchants. Bon, tout le monde répond que les Gratacs, ce sont les méchants. Donc, on associe bien spontanément certains grands vecteurs de signification. Évidemment, ce n'est pas une signification précise qui est associée au phonème, mais on associe quand même spontanément des grands vecteurs de signification à certains sons. Bon, ça, c'est vraiment l'exemple intéressant dans la recherche actuelle de l'iconicité d'image. Ça correspond à des propriétés cognitives maintenant de mieux en mieux développées, qui consiste à dire que, en fait, nos sensorialités ne sont pas isolées. Quand vous entendez un son, parce que c'est bien ça qui se passe, dans les exemples que je donne, on entend un son et on voit une image. On peut percevoir une image, ou tout au moins il y a un contraste de son, on l'interprète comme un contraste d'image. Enfin, on l'interprète, c'est vite dit, c'est pas vraiment. On comprend, on voit un contraste d'image. Donc ça veut dire qu'on est dans un phénomène de transmodalité. C'est-à-dire qu'on a transformé une modalité sensorielle dans une autre modalité sensorielle. On a interprété un signal auditif d'une manière visuelle. Et ça, c'est généralisable. C'est-à-dire ça marche aussi. Par exemple, il y a des gens qui ont fait des travaux sur le rapport entre certains noms de boissons et les propriétés des boissons. Donc ça marche aussi avec le sens gustatif et les sons. Enfin bref, toutes sortes dans toutes les sensorialités, on a des preuves de ce type de phénomène. Ce qui montre qu'en réalité, notre sensorialité, elle est tout le temps intriquée. C'est-à-dire que vos sens, vos perceptions sonores, vos perceptions tactiles, vos perceptions visuelles, elles ne sont jamais isolées. Elles sont immédiatement traitées en relation avec des sensations d'autres modalités. Bon, voilà. Donc ça, je vous ai expliqué tout ça pour vous faire comprendre quand même l'intérêt de l'iconicité du côté de l'iconicité d'image, avec des exemples un peu moins triviaux que le pur et simple exemple des onomatopées. Mais ce qui va nous retenir à partir de maintenant, c'est plutôt l'iconicité diagrammatique. Alors, à partir de là, donc, on peut examiner le degré, si vous voulez, d'iconicité diagrammatique des différents mots construits. C'est-à-dire que, en fait, quand j'ai pris ces exemples du type 17, 19, j'aurais pu prendre aussi, ce sont d'autres exemples que donne Saussure, le contraste entre chêne, un chêne, l'arbre,
et puis un poirier, un pommier, un cerisier. Bon, chêne, c'est de l'arbitraire absolu. Je ne peux pas deviner le sens de chêne si on ne me l'a pas expliqué. Mais si je connais poire d'un côté, si je connais pommier, cerisier, cerisier de l'autre, je peux deviner le sens de poirier. Hein. Donc là, c'est de l'iconicité diagrammatique ou de la motivation relative. Seulement, il y a des cas où l'iconicité est plus ou moins grande, c'est-à-dire où il est plus ou moins facile de deviner le sens du mot, c'est-à-dire où, pour le dire un peu plus précisément, le signifié global est plus ou moins distant de ce qui est prévisible à partir des signifiés partiels. Donc, les différents facteurs de l'iconicité, il y en a trois principaux. Hein. Ce sont donc la compositionnalité et l'étayage paradigmatique, la productivité des constituants et la transparence formelle. On va voir ça en détail. Et puis ensuite, on peut examiner comment, dans l'histoire du français, il y a une perte parfois d'iconicité ou de diagrammaticité. Ici, quand on dit diminution de la diagrammaticité, on peut très bien l'interpréter en disant, enfin, je veux dire, comprendre, c'est exactement la même chose que de dire diminution de l'iconicité diagrammatique. Hein. Simplement, c'est un seul mot au lieu de deux. Et puis ensuite, je vous parlerai de l'étymologie populaire, qui est un cas encore différent, mais qui a à voir aussi avec la question de l'interprétation des constituants d'une unité lexicale. Alors, bon, pourquoi il... Premier facteur donc de l'iconicité, la compositionnalité et l'étayage paradigmatique. Donc, quand vous prenez des mots construits, enfin qui relèvent de... Alors attention, là je pense tout d'un coup à une confusion que vous pouvez faire. Il ne faut pas confondre la notion de compositionnalité, hein, qui est un concept sémantique très très général, avec la notion de mots composés. Hein. Parce qu'on a distingué les dérivés et les composés, les mots composés renvoyant au phénomène de figement, hein, et d'unités autonomes, du type table ronde, hein, grand-père, bon, chien-loup, etc. Ce genre de choses-là, ce sont des mots composés qui s'opposent aux mots dérivés, qui ont des préfixes ou des suffixes, mais dans les deux cas, on parle de compositionnalité. D'accord ? Bon. Et on parle de compositionnalité, eh bien, quand il y a deux paradigmes. Hein. Par exemple, pour fortement est dans une série, d'une part, d'autres adverbes qui ont le même type de formation, donc comme rapidement, lentement, qui donc sont aussi des adverbes en ment formés sur des adjectifs au féminin. Et puis, fortement s'inscrit par ailleurs dans le paradigme de son radical, c'est-à-dire il est dérivé de l'adjectif fort et qu'on retrouve dans un mot composé comme coffre-fort. Alimentaire, on peut retrouver R dans complémentaire, exemplaire, unitaire, puis alimentaire est également en relation avec aliment, etc. Hein. Vous avez à chaque fois deux séries, et c'est ce double étayage paradigmatique qui permet de garantir qu'on a une bonne compositionnalité. Pourquoi ça ne marche pas, ça ? Bon, deuxième facteur de l'iconicité, la productivité des morphèmes. Alors, ça, évidemment, c'est important parce que si les morphèmes qui composent une unité sont peu productifs, l'iconicité va être diminuée. Seulement, il faut s'entendre sur ce qu'on appelle productivité. Hein. Qu'est-ce qu'on appelle la productivité des morphèmes ? Eh bien, cette productivité des morphèmes, elle peut d'abord être mesurée selon le nombre des unités lexicales dans lesquelles le morphème est attesté. Là, c'est le nombre d'attestations type. Bon. Donc, par exemple, si vous prenez plane ou nef,
plane qui forme aéroplane, par exemple, et nef qui forme aéronef, par rapport au suffixe -eur, par exemple, il est évident que dans le dictionnaire, vous avez beaucoup plus de mots qui sont fabriqués avec le suffixe -eur que de mots qui sont fabriqués avec le suffixe nef ou avec le suffixe plane. Hein. Donc, vous avez la productivité dans le lexique est plus grande. D'accord ? Ça, c'est un certain type de productivité. Ensuite, vous avez un autre type de productivité qui concerne le nombre d'attestations du morphème dans ses usages à une époque donnée. Hein, c'est pour ça que je précise pour un certain empan synchronique. Cette fois-ci, donc, ce ne sont plus les attestations type, mais les attestations occurrence. Par exemple, mal qu'on trouve dans malheureux, malhonnête aura sans doute plus disons, les occurrences de mal dans les discours seront probablement auront un nombre d'attestations plus grande que le suffixe mais, que le préfixe mais, pardon. Et puis enfin, dernière façon de comprendre l'iconicité, c'est est-ce que le morphème, est-ce que le préfixe ou le suffixe permet de fabriquer des mots nouveaux? Alors, quand vous opposez le suffixe itude, par exemple, au suffixe s, is ou heure, vous voyez que itude permet de fabriquer des mots nouveaux très très facilement. Hein. Je veux dire, pour prendre des attestations relativement récentes, swag, à partir de swag, on peut fabriquer la swagitude ou hype, hypitude, bon, bref. Avec itude, on peut fabriquer toutes sortes, mais avec S, vous voyez, ça ne marche pas. S au sens de tendre, tendresse. Donc là, la vitalité du suffixe est plus grande, et donc c'est une autre façon de comprendre la notion de productivité. Mais enfin, quelle que soit la façon dont on comprend cette notion de productivité des morphèmes, plus la productivité est grande, plus l'iconicité sera grande aussi. Hein. C'est ça le point important. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Ah oui, alors il faut préciser évidemment que cette notion de productivité varie selon les variétés du français. Hein. On a vu la dernière fois que le verbe introduit dans le petit Robert, cadeauter, hein, donner des cadeaux, bon, mais qui vient du français, qui, semble-t-il, est diffusé dans le français d'Afrique. Bon, il y a magasiner aussi, au sens de faire des courses, quoi. Avec cet exemple très genré, si j'ose dire, les gars vont magasiner pour acheter ce qu'ils veulent, les filles vont magasiner pour trouver ce qu'elles veulent. Bon, c'est canadien, hein, c'est emploi canadien. J'ai vu d'ailleurs récemment, dans certaines boutiques, on affiche maintenant le verbe choper, ou SH, faire du shopping, shopping. Bon, donc je ne sais pas si ça va s'inscrire, peut-être que dans quelques années, je serai obligé de dire que le verbe choper est entré dans le petit Robert. Mais enfin, ça fait partie, disons, des facteurs à prendre en considération. Il y a des modes de formation qui sont variables selon les variétés du français, enfin, disons, les attestations des modes de formation. Et puis, dernier facteur, la transparence formelle, c'est-à-dire, alors ici j'ai donné une citation de Apothéléos, on dira d'un dérivé qu'il est formellement transparent si les morphèmes qui le constituent sont aisément identifiables par leur forme, si celle-ci ne présente pas de variation notable par rapport à ses manifestations habituelles, autrement dit, si elle est perceptivement prégnante. Ce qu'il veut dire par là, c'est, on le comprend bien à partir de contrastes comme ceci, vous voyez, entre enlaidir et enjoliver. Dans enlaidir, vous avez une transparence totale parce que vous avez l'adjectif laid avec en et ir, ça donne enlaidir. Mais dans enjoliver, vous avez bien en, vous avez joli, mais vous avez ce V là qui sort d'on ne sait d'où, hein, et qui brouille un peu les choses. D'accord ? Artisanal versus amical. Bien,
dans artisanal, on a artisan plus al, d'accord? Donc là, le radical et le suffixe sont clairement identifiables. Tandis que dans amical, on a bien le suffixe al, mais on est obligé de prendre en considération un radical amique, alors qu'on attendrait peut-être ami, d'accord? Mais qui vient évidemment du latin amicus, hein? Donc il y a un C ici qui est assez bizarre. Bon, même chose pour bordélique, angélique, hein, bordélique qu'on comprend très facilement avec juste la suffixation en ic, alors que angélique suppose d'avoir à nouveau un recours à une base latine qui vient, enfin une base d'origine latine angelus, hein, qu'on a récupéré ici avec angel, et on a ajouté ic. Sinon on devrait avoir pour angélique, si je le fabrique exactement de la même façon que bordélique, ça donne angique, hein, mais pas angélique. C'est très bizarre d'avoir angélique. Bon, mais c'est le hasard de l'évolution historique. Il y a sans doute aussi des raisons, je veux dire, de phonie. Hein. Il y a quelque chose de, par exemple, pour amical, si on avait une formation sur le même modèle que artisanal, il faudrait dire amial. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a aussi des raisons de ce type-là. Bon, alors, maintenant, on va voir quelles sont les causes de variation de degré de l'iconicité, mais je vois qu'il est presque midi là, on va faire une pause avant, et ensuite, donc, je vais vous parler des facteurs qui font que l'iconicité des unités lexicales peut varier. Bien, alors je reprends sur cette question donc de la diminution, de la diminution de la variation de la diagrammaticité des unités lexicales. Alors premier cas de figure, le fait qu'il puisse y avoir un écart entre le sens prédictible et le sens effectif. Donc, quand vous prenez des verbes fabriqués à partir d'adjectifs. Ah oui, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, quand j'ai donné dans cette diapositive là, la diapositive 13, fort, fortement, etc. Vous voyez la façon dont est indiqué le mode de formation du mot. Ça, c'est ce que je vous demande de faire au moment de l'examen, si vous avez des mots à analyser. Hein. Vous indiquez la base et la catégorie grammaticale de la base, fort, adjectif, plus un suffixe, et ça donne entre crochets l'adverbe fortement. Aliment, c'est un nom, vous le mettez entre crochets, vous indiquez la partie du discours, nom, vous avez la suffixation et ça forme un adjectif. Hein. C'est une façon commode de noter les procédés de formation. Alors, je reviens donc à cet exemple-là. Quand vous avez ce type de formation à partir d'un adjectif plus le suffixe isé, en général, ça signifie agir de façon à rendre x. Hein. Donc si vous avez x plus isé, comme stériliser, agir de façon à rendre stérile. Banaliser, agir de façon à rendre banal. Fertiliser, agir de façon à rendre fertile. D'accord ? Alors, très bien, mais ça ne marche pas avec brutaliser. Brutaliser, ça ne signifie pas agir de façon à rendre brutal. Ça signifie exercer une brutalité. Donc là, il y a une sorte de décalage entre le sens prévisible dans le paradigme et le sens global. Oui ? Pardon ? Ah non, non, là il se trouve que c'est qu'on a, utilisé un mode de formation disponible, mais pour lui donner un autre sens. Donc ça le sort du paradigme. Mais le fait que ça se termine par elle ne joue pas. Ah oui, plutôt que... oui, c'est vrai, puisque à chaque fois on a des radicaux en L, mais est-ce que c'est un hasard? Est-ce qu'il y a des adjectifs non, par exemple, pérenne, pérenniser, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple qui ne se termine pas forcément par L dans le radical?
Hein? Favori, favorisé. Ouais. Donc voilà, c'est pas. Il se trouve que là, sans le faire exprès, on a donné des exemples qui tous se terminent par L, mais ça n'est pas une règle. Hein. Bon, pour cassation, évidemment, le terme de cassation dans le cours de cassation a un sens différent que de la formation suffixale en ation à partir de adapté, adaptation, etc. Deuxième problème, plus subtil, la question, lorsque vous avez plusieurs dérivations, suffixes, préfixes, le problème se pose de savoir dans quel ordre agissent les préfixes et les suffixes. Alors, si vous prenez invalidable, hein, invalidable, vous partez de valide, hein, et puis vous avez une préfixation et une suffixation. Préfixation en un, suffixation en able. Mais, attention, il ne suffit pas de dire que invalidable est formé à partir du préfixe un et du suffixe able. Il faut indiquer dans quel ordre ça marche, parce qu'il y a deux possibilités. Soit vous avez valide, vous fabriquez invalide et ensuite invalidé, invalidable, soit vous avez valide, vous avez validable et puis ensuite vous fabriquez invalidable. Bon. Donc, prenons le premier cas. Si vous prenez l'adjectif valide et vous le transformez par simple conversion, hein, vous passez de valide au verbe valider. Ça, c'est de la conversion. Il n'y a pas de suffixe, rien. Hein. C'est juste un changement de catégorie grammaticale. Je vous rappelle que ER n'est pas un suffixe, hein, c'est un affixe flexionnel. Donc, c'est simplement, on a ER ici parce qu'on a une catégorie verbale, mais ça n'est pas du tout un suffixe. Donc, c'est une simple conversion, de valide à validé. Ensuite, de valider, on a une suffixation en able, validable, c'est-à-dire, ça signifie qu'on peut valider. Hein. Validable, naturellement, ça signifie qu'on peut valider. Donc, invalidable, si validable signifie qu'on peut valider, invalidable signifie forcément qu'on ne peut pas valider. D'accord ? Et ça, invalidable, qu'on ne peut pas valider, qu'on n'arrive pas à valider, c'est ce qu'on aura dans ces exemples-là. Un compte Internet invalidable, un mot de passe invalidable, on n'arrive pas à valider. D'accord ? En revanche, si on procède dans un autre sens, qu'à partir du verbe valider, on fabrique non pas l'adjectif validable, mais le verbe invalider. D'accord ? Eh bien, si je fabrique invalidable à partir de invalider, ça va signifier qu'on ne peut pas invalider. J'ai invalidé, je fabrique invalidable. Quand j'ai un suffixe en able, ça signifie qu'on peut, je veux dire, je sais pas moi, manger, mangeable, c'est qu'on peut manger. Donc, invalidable signifie à ce moment-là qu'on peut invalider. Et c'est ce qu'on a dans les exemples ici. Est-ce que le principe de base est scientifiquement invalidable? Est-ce qu'on peut l'invalider? Monsieur Mistral Bernard, homme très honorable, très influent dans son canton et dont l'élection invalidable a été invalidée, hein, bien sûr, on peut l'invalider, donc elle a été invalidée plusieurs fois de suite. Même chose là, des élus considérés comme invalidables, hein, c'est-à-dire qu'on peut invalider. Donc vous voyez que l'ordre d'intervention des morphèmes sur le radical peut changer complètement la signification du composé. Donc avec un et able, à partir d'un seul et même radical, je peux fabriquer deux mots de sens différents. Alors dans certains cas, c'est très difficile de voir la nuance. Hein. Par exemple, on peut, pour invalidable, ça marche très bien. C'est un très bel exemple parce que y a quand même deux sens assez nettement différents de invalidable. Donc, vous serez d'accord avec le fait que ça enlève de l'iconicité à l'unité lexicale, puisque deux sens sont possibles à partir du mode de formation. Donc, il y a une moins grande transparence, une moins grande iconicité. Bon, en revanche, pour indirect, indirectement, vous pouvez fabriquer indirectement, soit à partir de indirect. Donc, si vous dites indirectement, ça signifiera, à partir de indirect, ça signifiera de manière indirecte. Mais,
si vous fabriquez indirectement à partir de directement et non plus à partir de indirect, ça va signifier non directement. Mais là, la nuance est extrêmement subtile, hein, c'est même très difficile à percevoir. Pour mobile, il y a un phénomène intéressant là, c'est que pour immobilisable, vous partez de l'adjectif mobile, vous fabriquez l'adjectif immobile. À partir de là, fabriquez le verbe immobiliser par suffixation. Hein, donc là, c'est par préfixation, là, par suffixation en isé. Immobiliser, c'est-à-dire rendre immobile. D'accord ? Immobiliser, rendre immobile, donc immobilisable, que je peux rendre immobile, hein, qu'on peut rendre immobile. En revanche, je prends le troisième là. Si vous fabriquez d'abord mobiliser, mobile, mobiliser, à partir de mobiliser, rendre mobile, vous fabriquez mobilisable, qui peut être rendu mobile. Et puis ensuite, immobilisable, donc mobilisable qu'on peut mobiliser, immobilisable qu'on ne peut pas mobiliser. D'accord ? Donc là, on a aussi deux sens très différents. Alors, vous remarquerez que ici, on ne peut pas avoir qu'on ne peut pas mobiliser, ici c'est pas immobilisable, en fait on va prononcer immobilisable, hein, qu'on ne peut pas mobiliser. Par exemple, on va dire que, je sais pas moi, pour voilà, les étudiants qui sont venus tout à l'heure et qui veulent mobiliser d'autres étudiants pour protester, vont dire, bon bah non, les étudiants de licence, là, ils étaient immobilisables, on ne peut pas les mobiliser. D'accord ? On ne peut pas les mobiliser, ils sont immobilisables. Donc, le point intéressant ici, c'est qu'on a une différence de prononciation du préfixe, hein, entre immobilisable et immobilisable. En revanche, à partir de mobiliser, vous ne pouvez pas avoir ce mode de formation, parce que le verbe immobiliser n'existe pas là. D'accord ? Alors, autre cause possible, ce que Apotélos appelle l'orphelinisation du dérivé, c'est-à-dire simplement lorsque les bases ont disparu de l'usage. Par exemple, déceler en français signifie trouver, hein, déceler, trouver, découvrir quelque chose qui était caché, vient du verbe ancien celer, qui signifiait cacher ou taire. Bon, mais le verbe celer n'existe plus en français contemporain. Donc évidemment, même s'il y a un mode de formation qu'on peut connaître si on a des connaissances historiques du vocabulaire, c'est évidemment beaucoup plus compliqué, beaucoup moins transparent, beaucoup moins iconique. Même chose pour prouesse, on voit bien le suffixe s, hein, qui dit une sorte de qualité à partir d'un adjectif, donc il fabrique un nom de qualité à partir d'un adjectif. Mais prouesse, le prou, qui est la base du nom, est une forme de preux qui signifiait vaillant, courageux. Donc là aussi, le dérivé, on le dit orphelin parce que en fait, il est dérivé à partir d'une base qui n'est plus attestée. La base est morte. Hein. Donc, certes, il y a une dérivation, mais qui n'est accessible qu'à partir de connaissances historiques. Bon, parfois, c'est simplement la perte de la productivité d'un des constituants. Bon, enfin, là, c'est la même chose, mais c'est très courant avec les expressions figées. Hein. Avoir maille à partir avec quelqu'un. Vous connaissez sans doute le sens de cette expression. Avoir maille à partir avec quelqu'un, c'est avoir un conflit avec quelqu'un. Bon, et l'interprétation, là, il faut vraiment avoir des connaissances historiques. Partir signifie partager, hein, dans un sens ancien, partager. Et maille, c'était le nom d'une unité, d'une monnaie, enfin, le nom d'une unité de monnaie, et donc, mais une monnaie de petite valeur.
Donc maille à partir avec quelqu'un, ça signifie avoir une toute petite quantité d'argent à partager avec quelqu'un. Bon, évidemment que c'est une motivation de l'expression, mais qui est totalement inaccessible, puisque les termes qui figurent dans l'expression figée ont disparu dans le sens où ils sont employés dans le figement. Ensuite, vous avez la question des faux dérivés. Alors, vous voyez, pour inextricable, vous avez quelque chose d'un peu comparable à incalculable, puisque vous avez une suffixation en able, hein, qui est juste, au fond, inextricable. C'est bien, on voit bien le rapport avec un dérivé en able, sauf que, et puis avec un, hein, qu'on ne peut pas. Mais extric n'est pas une base qui existe en français. C'est évidemment, encore une fois, explicable du point de vue historique, hein, puisqu'on a un emprunt au latin inextricabilis, mais c'est un faux dérivé dans le sens où on n'a pas de base en français. Donc c'est un cas particulier. Même chose pour carpet. Carpet, on peut imaginer que et renvoie à la petitesse, comme maison, maisonnette, hein, et que ce serait un petit tapis. Mais ça supposerait que carpe signifie tapis, ce qui n'est pas le cas, le radical carpe. Bon. Carpet, d'ailleurs, je vous l'ai indiqué ici, c'est un mot intéressant parce qu'il s'est beaucoup promené. Hein. Vous voyez, le TLIFI vous indique que carpet, au sens de tissu d'ameublement, tenture, en fait, est un emprunt à l'anglais, carpet, mais l'anglais lui-même l'a emprunté au latin médiéval, carpeta. Enfin, disons que le terme anglais peut être rapporté au latin médiéval carpeta, mais c'est un emprunt, en fait, à l'ancien français carpit, qui signifiait tissu épais servant à faire des vêtements d'apparat, qui était lui-même un emprunt à l'italien carpita, hein, issu de carpita vestis, donc participe passé de carpere, déchirer, lacérer, parce que c'était un tissu à long poil qui sert à recouvrir des meubles. Bon, vous voyez, donc là, pour retrouver le sens du radical carpe, il faut avoir de multiples connaissances historiques. Bien, et dernier cas de figure, vous avez les exemples du type colporté. Bon, c'est très comparable à inextricable, hein, sauf que là, le problème porte ici sur un pseudo-préfixe, parce que colporter, il y a bien l'idée de porter, hein, au sens de transporter, colporter une nouvelle, bon, au sens de transporter, mais col n'est pas analysable. Donc c'est ce que Corbin appelle des mots complexes non construits. Tout ça, là, on peut parler de mots complexes, par exemple inextricables, colportés. On peut parler de mots complexes parce qu'ils sont composés d'éléments identifiables d'une certaine façon, mais qui ne sont pas construits parce qu'on ne peut pas calculer le sens à partir des unités constituantes. Donc là, il n'y a pas d'iconicité. Bon, et puis vous avez le cas particulier de ce qu'on appelle les parasynthétiques. Par exemple, dératiser, hein, donc dératiser, c'est-à-dire enlever tous les rats qu'il peut y avoir dans un endroit, dératiser un bâtiment. Bon. On a bien le radical rat, hein, qui permet de comprendre dératiser. Mais ni le verbe ratiser existe, ni des rats. Vous voyez ? Donc en fait, on a un cas particulier qu'on appelle typiquement le parasynthétique, où on doit avoir simultanément préfixation et suffixation. À partir de rat, j'ai des et isé qui arrivent en même temps. Donc vous voyez, c'est un phénomène très très différent de tout à l'heure invalidable par exemple, où on a des préfixations, suffixations successives. Là, pour interpréter dératisé, il faut faire intervenir préfixation et suffixation en même temps. Indéniable, on a dénié, mais on n'a pas déniable et on n'a pas indénié. Donc indéniable procède aussi d'une double préfixation plus suffixation. Invincible
on n'a pas de radical invince ni vincible. Donc on a un et ible qui interviennent simultanément. Alors attention, quand vous avez un verbe comme embarquer, par exemple, ça n'est pas un parasynthétique embarqué. Parce que, bon, je sais que certains font l'erreur de considérer qu'on a un parasynthétique parce qu'on n'a pas de verbe barquer et on n'a pas un radical embarque. Mais, donc, on pourrait être tenté de dire, ben, embarquer, c'est aussi un parasynthétique. On a en plus ER. Sauf que ER n'est pas un suffixe, je vous l'ai bien rappelé. Donc, dans embarquer, on a une base barque, une préfixation en, et puis l'ensemble forme un verbe. Donc il y a une sorte de conversion. Enfin, on a une base nominale, barque, une préfixation, et l'ensemble forme un verbe. Il n'y a pas de suffixe verbal. Donc ça n'est pas un parasynthétique. Alors, dans certains manuels, on parle dans ce cas-là, pour un exemple comme embarquer, de faux parasynthétique. Alors, dernier problème que je voudrais examiner, c'est le cas de l'étymologie populaire. Parce qu'elle nous met aussi en relation avec des problèmes de calcul du sens à partir des unités composantes, mais d'une façon tout de même un peu différente. Alors, prenons quelques exemples. Le hamburger, c'est, je ne sais pas si vous le savez, mais le terme hamburger est dérivé de la ville de Hambourg. Mais dans une sorte d'étymologie populaire qui s'est installée dans la langue, on a interprété la première syllabe de hamburger, ham, comme signifiant ce que signifie ham en anglais, c'est-à-dire le jambon. Donc on a interprété hamburger avec ham et burger. Et ensuite, on a fabriqué, enfin, je veux dire, ça a fourni une sorte de base burger qui permet de toutes sortes de transformations, cheeseburger, etc. Bon. Donc, vous voyez qu'ici, c'est une erreur d'analyse, en fait, hein, puisque hamburger ne peut pas être décomposé en ham et burger. Étymologiquement, ça n'a aucun sens. Mais c'est comme ça que le mot a été interprété et on a du coup fabriqué de nouvelles bases. Bon, prenons ce deuxième exemple là aussi qui est très, très facile à comprendre et très parlant. Le bikini au sens du maillot de bain, la maillot de bain. Le maillot de bain qui s'appelle bikini vient en fait là aussi d'un nom propre qui est l'île de Bikini. Oui, j'aurais dû mettre une majuscule d'ailleurs. L'île de Bikini. Bon, sur une île, on se baigne. Bon, on a nommé maillot de bain avec ce nom d'île, Bikini. Mais ensuite, on a réinterprété Bikini en prenant bi qui signifie deux, comme si bi signifiait deux. Et à partir de là, on a fabriqué monokini. Mais là aussi, c'est une étymologie fausse, historique. Enfin, je veux dire, c'est une étymologie erronée. C'est pour ça qu'on parle d'étymologie populaire. C'est une étymologie spontanée. Les locuteurs, enfin, c'est une sorte d'interprétation qui s'est trouvée partagée par un ensemble de locuteurs et qui a été validée, acceptée comme telle. D'accord ? Donc on a fabriqué monokini, et du coup kini devient une espèce de base à partir duquel on peut fabriquer, on trouve aussi, mais je ne l'ai pas mis ici, si vous faites du naturisme, vous faites du zéro kini par exemple. Hein. Bon, voilà, vous n'avez pas de maillot de bain du tout. Bon. Mais je veux dire, étymologiquement, ce sont des aberrations. Donc on parle dans ce cas-là de remotivation, et ce phénomène de remotivation est très courant dans le langage enfantin. Ça signifie que c'est un processus cognitif tout à fait spontané de chercher à motiver les mots
qu'on entend. Un enfant, une chose très classique, une toile d'araignée, très souvent les enfants comprennent étoile d'araignée. Hein, parce que, évidemment, il y a une forme d'étoile. Enfin, eux, il faut vous imaginer qu'ils entendent juste un son, toile d'araignée. Mais toile est un mot peut-être pas assez courant, et ils comprennent d'abord étoile d'araignée. Même si on ne prononce pas le « et », ils comprennent étoile d'araignée. Même chose, pâte à modeler, y compris patate modelée. Hein, parce que, oui. Alors, la réanalyse, on utilise ce terme, oui, c'est identique, sauf que la réanalyse, on l'utilise plutôt pour des phénomènes grammaticaux que pour des phénomènes lexicaux. Mais c'est le même genre de phénomène, oui, oui. Alors, donc je vais vous dire quelques mots sur la question, c'est un sujet très vaste, hein, là aussi, l'étymologie populaire, mais voyez pourquoi c'est intéressant quand on parle d'iconicité, parce que là, dans l'étymologie populaire, on refabrique de l'iconicité là où il n'y en a pas. C'est-à-dire que dans bikini, par exemple, c'est pas du tout iconique, c'est juste un nom propre. Bon. Mais on fabrique de l'iconicité, on force on fabrique une iconicité de manière un peu forcée. Hein. Bon, alors, vous pourrez lire, si vous le souhaitez, cet article de Marie-Josée Béglin, qui est un article intéressant et tout à fait abordable sur le sujet. Je vais résumer très brièvement son propos. Alors, bien sûr, il y a une différence entre l'étymologie savante et l'étymologie populaire. L'étymologie savante, elle est attestée sur des faits historiques, et l'étymologie populaire, elle est évidemment une étymologie fautive. Mais en réalité, ce qu'elle veut montrer, c'est que ces deux types de processus procèdent de phénomènes cognitifs communs, qui sont des phénomènes analogiques. Bon, alors, elle donne quelques exemples d'étymologie populaire. Hein. La tour Eiffel doit son nom à ce qu'elle est effilée. Hein, Eiffel, effilé. Notre pays s'appelait la Gaule parce que ses habitants allaient à la pêche pour se nourrir. Le pin sylvestre est appelé ainsi parce qu'on le plante le dernier jour de l'année, hein, la Saint-Sylvestre. L'encyclopédie, le pays des cyclopes. La décadence, une danse de 10 personnes. Hein. C'est un exemple de balise. Bien. Alors, on peut distinguer 3 grands cas dans l'étymologie populaire, selon Béglin. Un premier cas, qui est illustré donc par Tour Eiffel effilée, ou Encyclopédie Pays des Cyclopes, là, ce sont vraiment de fausses étymologies qui n'ont absolument aucun lien avec une réalité linguistique stable. Donc, c'est le cas aussi. Là, disons que c'est un cas personnel, si vous voulez. Ce sont des gens qui font des interprétations alors, oui, personnelles, mais quand on parle des enfants avec étoile d'araignée, c'est personnel, mais tous les enfants font ça. Donc, oui, c'est pas forcément si personnel que ça. Mais il reste que ça n'a pas installé un changement dans la langue. Bon. Alors, si je reprends décadence, vous voyez, danse de 10 personnes, on peut le comparer à l'exploitation qui en a été faite par Gainsbourg dans une chanson qui s'appelle La Décadence, qui est pris là où il y a une modification de l'orthographe de danse, et c'est une danse décadente, si on veut. Donc on voit que la remotivation peut être utilisé à des fins humoristiques, artistiques, tout ce qu'on veut. Bon. Mais ça reste complètement idiosyncrasique, c'est une personne qui fait cela d'une manière isolée. Alors que dans les exemples comme bikini, hamburger, ou alors ouvrable pour les jours ouvrables, oui, j'ai pas commenté tout à l'heure cet exemple des jours ouvrables, ouvrir, ouvrable, ici, ça vient de ouvrer, travailler. Les jours ouvrables, c'est les jours où on travaille. Mais évidemment, comme l'idée de œuvrer, ouvrer n'est plus perçue par les locuteurs, on comprend jour ouvrable au sens de jour où le magasin est ouvert, hein, où la boutique est ouverte. Mais c'est une fausse étymologie. Hein. Bon, mais c'est une fausse étymologie qui s'est installée. Hein. On a la même chose pour pavaner, vous voyez, c'est encore un autre exemple de fausses étymologies qui sont devenues des réalités linguistiques. Hein, puisque... Voilà. Et puis un troisième type d'exemple, ici,
Alors, l'exemple qu'elle donne, c'est ici, maintenant, avec main en italique dans maintenant. Et c'est une publicité, ici, maintenant, cours et stage créatif par le dessin et la peinture. Alors, en fait, ici, c'est une étymologie exacte. Effectivement, dans maintenant, étymologiquement, il y a bien la main. Donc là, ce n'est pas une étymologie fantaisiste. C'est une étymologie exacte, mais qui donne l'impression d'être fausse, parce que cette étymologie n'est pas connue, et que le rapport aujourd'hui entre main et maintenant n'est plus perçu. Donc c'est encore un cas différent. Alors, il y a un certain nombre de procédures qui sont mises en œuvre dans l'étymologie populaire, et qui jouent soit sur l'organisation des unités lexicales, soit sur le plan syntagmatique. Alors, pour l'organisation des unités lexicales, eh bien, on peut établir des liens de signification entre des unités dont les signifiants sont identiques. Alors, exemple d'un titre de presse, elle était légère et elle volait. Alors évidemment, voler peut signifier voler subtilisé, ou bien voler avec des ailes, hein, voler dans l'air. Alors évidemment, le jeu de mots ici vient du fait que légère peut être aussi interprété au sens figuré de un peu irresponsable, etc. Bon, donc on peut utiliser ces relations entre des relations de similarité entre signifiants pour produire des effets de sens au niveau des signifiés. Bon, on peut le faire aussi non plus entre des unités dont les signifiants sont identiques, mais entre des unités dont les signifiants simplement se ressemblent. Hein, assumer, c'est assommant, l'humour, l'amour, ça tient à une voyelle, etc. Bon, ensuite, les procédés d'analyse syntagmatique. Bon, alors, on a le premier cas de figure qui est une analyse un peu inachevée du mot. Bon, alors, vous prenez le verbe calfeuter, hein, qui est devenu calfeutré sous l'influence de feutre, parce que c'est ce qu'on entend dans calfeuter, et parce qu'on peut établir un lien entre le sens du verbe et le sens du nom feutre. Mais on fait cela en laissant de côté cal, dont on n'a aucune idée du sens, hein, mais ça n'empêche pas la remotivation. Un exemple plus facile et plus connu, c'est Choucroute, qui vient de l'allemand d'une forme dialectale Sauerkraut, où Sauer signifie aigre, et Kraut, donc ça a été transformé en chou, mais croûte dans choucroute, donc choucroute, dans choucroute il y a bien du chou, hein, mais la croûte ça veut dire quoi dans choucroute? On n'en sait rien, hein, ça n'a aucune importance, donc le mot est analysé mais que partiellement. On utilise choucroute, on comprend choucroute mieux que Sauerkraut. Si vous voulez, il y a eu une sorte d'attraction. Sauerkraut n'ayant aucun rapport avec le français, mais désignant une recette à base de choux, on a transformé Sauerkraut en choucroute avec un mot chou à l'initiale qui donc rappelle, évoque directement d'une manière transparente la réalité, mais en laissant de côté croûte qui n'a pas de sens identifiable en français. Donc on est bien dans un cas où il y a une analyse inachevée du mot. Il y a un élément du mot qui n'est pas analysé, mais ça n'empêche pas l'étymologie populaire. Bon, on peut remarquer aussi qu'il y a une identification plus nette des morphèmes grammaticaux des morphèmes lexicaux par rapport aux morphèmes grammaticaux. Donc, un exemple enfantin, maisonnette, c'est une maison où il y a une sonnette. Pourquoi ? Pourquoi elle donne cet exemple ? Parce que le morphème grammatical diminutif est plus difficilement perçu, c'est son argument, que le mot lexical sonnette. Jeunesse, ça ce sont des jeux de mots H ou les jeunesses, pantalon qui pend jusqu'au talon, hein, c'était semble-t-il des étymologies en vogue sous Louis XIII. Alors pantalon, oui, pantalon ça vient d'un mot italien, hein, d'un personnage de la Commedia dell'arte, Pantalone. Bon, mais on a bien interprété, il y a bien une étymologie populaire toujours active et vivante, enfin, bien que ce soit un peu démodé, sur pantalon, puisqu'on a fabriqué pantacourt.
à un moment donné. Donc ça veut bien dire qu'on a interprété le long de pantalon au sens de long L-O-N-G. Alors que là aussi c'est une étymologie populaire, ça n'a pas de sens. Hein. Bon, alors je ne sais. Et puis, dernier cas très marginal, hein, le fait qu'on justifie le signe par des propriétés externes. Alors par exemple, un enfant va dire que pain et train sont des mots longs, alors que bon, le signifiant est bref, parce qu'un train c'est long, un pain c'est long, bon voilà, bon, ça c'est je vous le signale parce que elle le mentionne, mais c'est quand même très très marginal. Alors, voici ce qu'on peut conclure sur cette question de l'étymologie populaire. Donc, toutes ces procédures décrites par Béglin sont liées en réalité à des processus analogiques, hein, soit des similarités entre des signifiants qui donnent des similarités entre les signifiés, soit de l'analyse syntagmatique, c'est-à-dire on a cette fois-ci des analogies proportionnelles, hein, c'est-à-dire de l'iconicité diagrammatique, soit avec une analyse inachevée du mot, c'est-à-dire que dans ce cas-là, une similarité partielle suffit. Et puis les autres cas entrent aussi dans le cadre de certaines analogies. Bien, alors qu'est-ce qu'on peut conclure donc sur cette question de la variation du degré d'iconicité des unités lexicales? Eh bien, ce qu'on peut conclure, et je trouve que là Apothéose le formule assez bien en utilisant, bon, ce mot un peu barbare de morphémicité, mais en fait, on voit bien que le fait qu'une unité soit un morphème, c'est quelque chose qui peut être indistinct. C'est-à-dire, une unité donnée peut être plus ou moins un morphème, hein, d'où cette idée de degré de morphémicité. Il y a des morphèmes qui sont très clairement des morphèmes, et puis des morphèmes qui ne sont pas vraiment, hein, comme col dans colporté, ou qui ne sont pas du tout. Bon. Et alors, une remarque importante que j'ai déjà mentionnée, c'est que il y a tout de même une tendance générale qui est une sorte de pulsion cognitive, si l'on veut, hein, à donner absolument un sens au signifiant. Et c'est ce que remarquait déjà Damouret et Pichon. Chaque Français sent en soi le pouvoir de donner du sens à des syllabes spontanément venues se présenter à lui, sans qu'il les ait auparavant jamais entendues employées par un autre. Donc, on va pouvoir parler de compositionnalité et donc d'iconicité diagrammatique dès qu'un lien peut être établi entre le sens de l'unité lexicale et le sens de ses constituants, quel que soit le degré d'iconicité. C'est-à-dire que cette relation de compositionnalité, elle peut être plus ou moins exacte. Hein, on l'a vu, c'était tout l'objet de cette brève réflexion sur les degrés d'iconicité des unités lexicales. On peut aller plus ou moins loin dans l'analyse des unités. Bien, alors, un dernier mot sur la notion de submorphème, qui là aussi est un concept qui est peu présent dans les analyses linguistiques, puisque c'est un concept un petit peu émergent dans la recherche contemporaine en linguistique. On parle justement de submorphème pour parler d'unités plus petites que le morphème, mais qui n'ont pas cette possibilité de combinatoire, vous vous souvenez, l'étayage paradigmatique, etc. Bon, par exemple, si je reprends l'analyse que je vous ai proposée tout à l'heure du contraste entre I et A, petit pour ou proche pour le I, lointain pour le A, vous pouvez l'utiliser pour opposer, grâce à cet argument, ici, proche, là, lointain. D'accord ? Mais dans ce cas-là, ça voudra dire que I est un morphème et A est un morphème, puisqu'il est porteur de sens. I est porteur du sens petit, A est porteur du sens grand. Mais on parle de submorphème et non pas de morphème, parce qu'évidemment, on ne peut pas remplacer, il n'y a pas une d'étayage paradigmatique possible
sauf à de tout petits niveaux, avec les submorphèmes. Bien. Alors, donc, on a terminé là avec la question des éléments de sémantique lexicale, et il me reste à aborder avec vous la question de la sémantique grammaticale. Alors, on va peut-être pas commencer aujourd'hui parce qu'il est tard, et puis je vais vous dire une chose que je ne devrais pas vous dire, mais que je vous dis quand même, c'est que en prévision d'éventuels problèmes qui pourraient arriver, de blocage des bâtiments, etc., je me suis débrouillé pour faire en sorte que, à partir d'aujourd'hui, j'ai traité tous les points qui sont au programme de l'examen. Donc, si jamais il n'y avait pas de cours pendant les 2 semaines qui suivent, ça change. Vous avez tous les éléments pour répondre au sujet que j'ai donné. Donc, comme ça, il n'y a pas de problème. Bon, alors, ça ne vous empêche pas de venir quand même la semaine prochaine. Bon, vous verrez bien, je verrai bien moi-même. S'il n'y a aucun problème, tant mieux. Et puis viendra qui voudra, peu importe. Mais en tout cas, dans le doute, j'ai préféré procéder ainsi. Oui ? Pardon ? Ah, normalement, oui. S'il y a des trains, tout ça. Enfin bon, même s'il y a des problèmes de transport, ça dépend jusqu'à quel degré. C'est-à-dire que je vais tâcher d'être là. Mais ensuite, est-ce que les bâtiments sont ouverts ou pas? Alors ce bâtiment-là, souvent, il reste ouvert, même en cas de blocage. C'est souvent le bâtiment principal Sorbonne qui est fermé. Donc il est possible qu'on puisse faire court quand même. Bon, mais comme de toute façon, s'il y a des blocages de transport pour celles d'entre vous qui habitent en banlieue assez loin, qui ne peuvent pas venir, bon, de toute façon, on n'a aucune certitude. Donc dans le doute, je veux dire, bon, voilà, on a fait un certain nombre de semaines de cours. J'avais suffisamment matière pour le sujet d'examen, donc voilà, ne vous inquiétez pas, s'il n'y a pas cours les semaines d'après, ça ne change rien pour vous pour l'examen. Est-ce que vous avez des questions? D'autres questions avant qu'on se sépare? Non? Tout va bien? Bon, bah écoutez, merci de votre attention et j'espère à la semaine prochaine.